Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste, et je fais cette vidéo pour poursuivre les réponses aux questions qui m'ont été posées dans la matinale de Equinox Radio, où j'étais invité pour parler de l'inflation qui est dans les villes de Douala et Yaoundé, qui en fait deux les villes les plus chères, les villes parmi les plus chères du continent africain et même dans le monde. Voilà. Donc, l'une des raisons, l'une des variables que le cabinet Mercer a questionné pour conclure que les villes de Douala et Yaoundé étaient les plus chères, c'est le coût du loyer. Voilà, donc combien est-ce que ça coûte de construire une maison, mais combien est-ce que ça coûte surtout de louer, hein, de se loger dans ces deux villes. Alors, ils ont trouvé que les prix étaient exorbitants. Voilà, étaient exorbitants. Et pour cela, donc, c'est la raison, c'est que depuis des années, notre pays n'a plus construit de logements. Voilà. On a vu au Sénégal, par exemple, la sortie d'une nouvelle cité, parce que Dakar était devenu hors de prix. Le mètre carré en plein centre de Dakar coûtait 1,5 million francs. Donc, pour pouvoir solutionner cela, le Sénégal a construit une nouvelle cité qu'on appelle Diamniadio. Diamniadio. Au démarrage, ils sont allés à 300 000 logements, je crois, et ils sont en train de progresser pour aller au-delà. Donc, la sortie de la cité de Diamniadio a permis que la population du Sénégal, de Dakar, puisse se déplacer vers Diamniadio, et ce qui a fait baisser la pression foncière sur Dakar. Et le ralliement de ces deux zones par une ligne RER a facilité la mobilité urbaine des habitants de Dakar, ou les Dakarois, comme on dit. Voilà. Donc, c'est à peu près ce schéma qu'il faudrait pour notre pays. Voilà, c'est important de le dire. Notre pays a abandonné la planification de la construction de logements. Dans le passé, sous l'ancien président Ahidjo, c'est ce qui se faisait dans notre pays, il y avait une planification de la construction de logements. C'est comme ça qu'on a vu arriver le camp Cité-Sic, à Douala par exemple, que vous connaissez, en face de l'ESSEC. Vous avez vu arriver le camp SIC, ce qu'on appelait à l'époque Bobon, qui est devenu par la suite la Cité des Palmiers. Il y avait des gens qui habitaient là. Nous, on est passé par là, ça s'appelait Bobon. Et c'est comme ça que vous avez vu arriver la cité, ce qu'on appelle la cité des douanes. C'est comme ça que vous avez vu arriver la cité de Bonham Sadi, hein, et les logements, la viabilisation des parcelles qui ont suivi, comme Lorpom, etc., qui ont donné naissance à des nouvelles cités, à des nouvelles villes. Donc, c'est important. Et on n'a plus vu cette planification de la construction de logements. C'est un phénomène qui s'est arrêté depuis près de 30 ans aujourd'hui. Donc, l'offre de logement est restée stable, alors que la demande de logement n'a cessé de croître de manière géométrique ou exponentielle. C'est important. Donc, il faut relancer la construction de logements. Mais la construction de logements dans notre pays, à l'aide de la décentralisation et certainement demain du fédéralisme, ne peut plus se faire comme il se faisait par le passé. Je pense que on ne pourra plus faire cela de cette manière-là. Il faudra changer de braquet. Ça veut dire qu'il faudra désormais responsabiliser les maires. Hein, les maires, chaque commune doit pouvoir, ou des groupes de communes, comme on voit aux États-Unis, doivent pouvoir se mettre ensemble pour engager des urbanistes, acquérir des terrains d'une certaine superficie, viabiliser ces terrains et les mettre à la disposition des promoteurs immobiliers pour construire selon un standard arrêté par la mairie. Par exemple, dans certains endroits, la mairie peut décider qu'elle veut voir 200 logements au mètre carré. Si c'est des logements de 5 personnes, ça veut dire que, en moyenne, ça veut dire qu'on arrive à 1000 logements, 1000 habitants à l'hectare, par exemple. 1000 habitants à l'hectare, ça veut dire que si on a aménagé 500 hectares, on est capable de loger 500 000. Ou par exemple, 400 000 personnes sur 400 hectares et 100 hectares sur 500 hectares, on est capable de loger des personnes sur 400 hectares, donc 400 000 personnes. Et le reste, c'est d'aménager les infrastructures sociales et commerciales. Donc, les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les gares routières, etc., etc., etc. Donc, vous voyez bien que si on procède de ces manières-là, on combat l'habitat spontané et on donne la possibilité aux villes désormais de faire l'aménagement urbain
d'avoir des villes plus propres, plus rangées. C'est comme ce qu'a fait George Weah au Libéria. Et comme j'ai dit ici, le ratio c'est 1000 habitants à l'hectare. Même à 500 habitants à l'hectare, vous comprenez avec moi que si les 150 ou 200 communes du pays, disons ça comme ça, 200 communes du pays, aménagent sur 5 ans 1000 hectares d'habitation en moyenne, ça va faire 200 000 hectares d'habitation, ça permet de caser 200 000 multiplié par 500 à l'hectare, par exemple, comme on a dit. Vous avez facilement casé 5 millions, 5 à 10 millions de personnes. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. À partir de ce moment, vous maîtrisez les coûts de l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où nous n'arrivons pas à maîtriser les coûts de l'inflation. Mais également, les mairies, quand elles aménagent les espaces, doivent désormais travailler avec les autochtones. Et l'État du Cameroun et la Banque centrale doivent se mettre ensemble pour développer le marché des prêts hypothécaires. C'est le cas déjà au Nigeria. La Côte d'Ivoire emboîte timidement le pas. Nous devons développer le marché des prêts hypothécaires. Ça veut dire que les banques empruntent en ce moment, non pas pour construire une maison ou financer la construction d'une maison, mais pour acheter une maison qui existe déjà. Donc, le bien est la garantie du crédit. Voilà. Et donc, vous commencez à payer par un système de traite mensuelle, mais ça ne pose aucun problème parce que voilà, l'État peut mettre des garde-fous. Et ces créances-là sont sécurisées par une technique qu'on appelle dans le jargon de la finance securitization. Ça, c'est important. Donc, faire travailler des promoteurs immobiliers, préserver les droits des populations autochtones. Aujourd'hui, dans notre pays, et ça va arriver davantage, parce que la population ne fait que grandir, il y a beaucoup de litiges entre les populations autochtones et les populations qui viennent d'ailleurs. C'est parce que dans notre pays, il y a l'habitat spontané. Et l'habitat spontané n'est pas bien parce qu'elle ne règle pas le problème. Dans un pays où on veut contenir l'habitat spontané et bien loger la population, on construit sur 1, 2, 3, 4 niveaux, mais on construit aussi des villas ou des duplex. Mais sur 1, 2, 3, 4 niveaux, c'est pour les personnes qui ont des revenus modestes. Ça permet de concentrer la population et d'éviter permettez l'expression, de bouffer les terrains. Voilà, c'est important. Nous avons aussi produit les logements en matériaux locaux. Je l'ai dit la dernière fois. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir l'ami Promalo. L'ami Promalo qui est capable de produire les logements en matériaux locaux. La production de logements en matériaux locaux est un grand avantage pour notre pays. Donc, ça doit pouvoir se faire. Donc, l'ami Promalo doit être au cœur du dispositif de construction du logement social dans notre pays. Voilà. Donc, c'est important. Les matériaux locaux, ça veut dire la pierre. On peut construire en pierre. Ça veut dire les briques de terre. Nous avons assez de briques de terre. Ça veut dire le bois. Nous avons assez de bois. Ça veut dire le bambou. Le bambou pousse dans notre pays, etc., etc. Et puis, ça veut dire en dur, comme on dit, le parpaing, etc. Donc, nous devons diversifier. Nous devons avoir un mix des matériaux. Pas seulement une seule variété de matériaux pour construire, mais il doit y avoir plusieurs variétés de matériaux pour pouvoir construire dans notre pays. Voilà. C'est à ce prix-là que nous pouvons faire baisser l'inflation sur le coût du logement. Voilà. L'État ne peut pas compter sur l'habitat spontané ou bien les résidences très luxueuses construites par quelques pontes du régime qui se sont enrichis dans l'argent, la corruption, pour pouvoir loger les Camerounais. Il faut un plan de financement du logement de l'État du Cameroun qui soit géré par la gouvernance locale, ça veut dire les mairies, les préfectures, les conseils généraux, pour faire des programmes de construction de logements. Par exemple, la région de l'Ouest ou la région du Nord-Ouest peuvent avoir leur propre planification locale qui permet de déboucher sur la construction des logements locaux en travaillant avec des promoteurs immobiliers, en travaillant avec des compagnies d'assurance et des banques, par exemple, et la garantie de l'État souverain. Voilà. Donc, c'est important. Il est temps que dans notre pays, on change de braquet. Des organisations telles que ministère de l'urbanisme, ministère de toutes ces histoires-là, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, en 40 ans de gestion de Paul Biya, ça se saurait. Mais si ça ne marche pas, ça ne produit pas de résultats parce que ce sont des modèles qui sont complètement épuisés.
Ce sont des modèles auxquels, par exemple, les banquiers ne font plus confiance. Et il faut aussi lutter contre la corruption parce que dans les pays développés, là où il y a le plus souvent les scandales de pots de vin, ce sont les secteurs de l'immobilier. Donc, quand on sait que notre pays a une forte propension à la corruption, il faudrait combattre la corruption de manière efficace pour que on puisse voir sortir des logements de terre. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, la construction de logements doit permettre de lutter contre l'inflation parce que la construction de logements... Je prends un exemple, hein, juste pour que vous compreniez. Lorsque vous construisez des logements et que vous vendez à travers des prêts hypothécaires, c'est-à-dire que lorsque vous construisez un logement, la valeur du logement est de, je dis n'importe quoi, 700 000 francs. La valeur du logement, par exemple, est de 7 millions de francs. Quelqu'un décide d'acheter et de payer, par exemple, en 10 ans, ça veut dire qu'il va payer 700 000 francs par an, majoré de l'intérêt. Si l'intérêt est, par exemple, de 5%, il va payer 735 000. Et puis, certains frais, disons, il va payer 800 000 francs par an. Vous voyez que si on divise par 12, chaque mois, il aura à verser à peu près 65 000 francs. Donc, les 65 000, ce sont les 65 000 de loyer, du loyer. Mais qui va verser pour payer ce qu'on appelle un prêt hypothécaire, le mortgage, comme on dit. Ça veut dire que l'annuité ou la mensualité de paiement, hein, pour son prêt hypothécaire. Mais à terme, par exemple, sur 10 ans, il devient propriétaire de la maison. En revanche, lorsqu'il paie le coût du loyer mensuel ne peut pas bouger parce que le coût du loyer mensuel, il y a ce qu'on appelle le principal et il y a ce qu'on appelle les taux d'intérêt. Si la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, il y aura une légère augmentation du prix du mortgage à payer. En revanche, quand vous êtes sur un marché où tout le monde, les gens construisent pour exclusivement louer, d'abord, l'argent du loyer n'est pas capitalisé, comme on dit, hein, n'est pas capitalisé. Ça veut dire que vous pouvez payer le loyer pendant 30 ans, vous ne deviendrez jamais propriétaire de la maison ou de l'appartement. Deuxièmement, en cas d'augmentation de la demande, ce n'est pas la valeur du bien que vous détenez qui augmente, mais c'est la valeur du loyer qui augmente. Parce que le propriétaire va modifier unilatéralement le prix de la location du bien. Donc, l'État doit lutter contre ça en lançant la construction de logements massifs à travers les promoteurs immobiliers et surtout en développant le marché des prêts hypothécaires. Bon, pour les prêts hypothécaires, je vous promets, dans les jours qui viennent ou plus tard, on fera une présentation pour vous expliquer comment ça fonctionne, les prêts hypothécaires, afin que les gens puissent comprendre comment est-ce qu'on fait pour développer les prêts hypothécaires dans un pays. Voilà. Je vous remercie tous. Hein, je remercie tous ceux qui ont suivi ma présentation. Je vous prie de vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube, Élisée Yonta, et d'activer la cloche pour que lorsqu'il y a une vidéo qui est postée, que vous receviez les notifications. Voilà. Donc, je vous remercie. Je souhaite à toutes et à tous de passer une bonne année. Hein, et surtout, n'oubliez pas de partager avec vos amis dans vos groupes, dans vos forums, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram et autres, tous nos travaux afin de faire profiter cela au plus grand nombre de personnes. Posez vos questions sur le chat dans notre chaîne YouTube et je me ferai un plaisir de vous répondre, voilà, afin que nous puissions avoir une conversation et un échange gagnant, voilà. Je vous remercie à tous, je vous souhaite de passer une bonne année et je vous dis ciao, bye.